On a géré My Name is Bond en étant 3. On est passé de 0 à 50 000 euros de MRR. Moi, le soloprenariat, ça m'excite pas du tout. Ce qui m'excite, moi, c'est d'être avec des potes ou en tout cas avec des gens que j'aime profondément, avec qui je vais m'éclater au quotidien. Et en fait, on s'était donné un objectif avec Maxime qui était d'avoir 5 leads, du coup, qui nous disent oui, je veux devenir client chez Bond. Quand on a eu les 5 leads, on s'est dit ok, maintenant on fait quoi? C'est pas parce que c'est une bonne idée de business que c'est la bonne idée de business pour moi. Maintenant, salut Marion. Salut Théo. Alors, tu es la cofondatrice de My Name is Bond et CEO. Vous êtes une agence de prospection automatisée sur Instagram. Tu me raconteras concrètement ce que ça veut dire, comment ça marche, avec qui vous bossez. L'idée, évidemment, c'est de parler de ton agence, parler de toute cette problématique de comment tu lances une agence, comment vous avez grossi, quelles ont été un petit peu les étapes, les galères, ce que vous faites. Moi, ça m'intéresserait d'en savoir plus, puis d'expliquer aux gens. Et puis, ce qu'on veut, c'est bien sûr parler de toi, comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait avant. Et puis, comme je dis toujours, j'aime bien aller un petit peu gratter en profondeur, pas juste sur ce qui est marqué sur LinkedIn, mais voilà, sur toi, ta personnalité. Donc, écoute, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter, Marion. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Théo pour l'invitation. Pour me présenter très rapidement, comme tu l'as justement dit, je suis la CEO et cofondatrice de My Name is Bond. My Name is Bond, ça fait 4 ans maintenant qu'on a lancé l'agence. On aide concrètement nos clients à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et qui plus est sur Instagram via justement des stratégies d'automatisation. On pourra aller un petit peu plus dans le détail plus tard si tu le souhaites. Et voilà, je sais pas si tu veux creuser déjà un sujet en particulier avant qu'on en vienne au développement vraiment de Bond. Eh ben non, déjà, c'était une bonne intro de ce que tu fais aujourd'hui. Et l'idée, ce serait carrément que tu nous racontes finalement où est-ce que ça a commencé, où est-ce que toi, tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait avant My Name is Bond, c'est quoi un petit peu ta carrière pour en arriver là. Ouais, bah écoute, moi concrètement, quand j'étais à l'école, je savais que j'étais pas faite pour bosser dans des grands groupes. Pour autant, je savais pas si j'avais vraiment cette filiale entrepreneuriale. Mais ouais, je me suis très rapidement quand même tournée vers un secteur qui me convenait davantage, qui était loin justement des grands groupes, de cette pression hiérarchique que tu pouvais avoir, etc. Et qui était un peu ce que mes parents me poussaient à faire et je voulais aller à contre-courant. Donc en fait, j'ai bossé, je suis partie, tu sais, j'ai pas mal voyagé, j'ai bossé à Londres dans une start-up, j'ai bossé à Dubaï également dans une boîte qui faisait notamment du e-commerce. Ensuite, j'ai bossé à Station F dans une boîte qui faisait du service. Donc tu vois, j'ai touché à différents milieux. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais marre de bosser pour les autres, que effectivement le fait de gérer un projet était assez plaisant parce que bah, tu touchais à tout, tu n'étais pas centré sur une seule mission. Donc ça me permettait de tenir un petit peu en place parce que je me lasse très rapidement, je suis touche à tout et j'ai besoin justement, enfin c'est le fait de toucher à tout me stimule. Et du coup, très rapidement, je me suis tournée vers mon meilleur pote qui est Maxime Blondel, plus communément appelé Blondie, que tu dois sûrement connaître, qui était à ce moment-là mon pote le plus avancé dans l'entrepreneuriat, puisque on s'est connus à l'IUT, donc je te dis ça, c'était il y a 10 ans. Et à l'IUT, il était déjà en train de monter des startups, alors que nous, on était sagement assis en cours à prendre des notes. Et du coup, bah voilà, de fil en aiguille, on a échangé sur le sujet, on a fait un peu le bilan sur tout ce que j'avais vécu, sur les différentes expériences que j'avais eues, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, etc. Et puis, et puis, et puis voilà, j'ai envie de dire rapidement, mais la vérité c'est que c'était pas si rapide que ça. J'allais dire, on est rapidement tombé sur l'idée de My Name is Bond, mais en réalité avant ça, on est passé par une autre idée de business qui était plus en lien avec la pâtisserie. Donc tu vois, absolument rien à voir, qui était plutôt une boîte du coup de service, j'allais dire. En gros, l'idée, c'était de donner des cours de pâtisserie à des gens dans des cuisines, enfin, dans des locaux assez originaux dans Paris. Euh, Parce que j'ai une grosse passion pour la cuisine et la pâtisserie. Pour revenir un peu plus en arrière, j'ai quand même, je pense que j'ai entrepris pas mal de petites choses dans ma vie. Ça a jamais, enfin, rien n'est jamais devenu très gros, tu vois, mais c'était plus pour le kiff, pour le fait de vivre une aventure avec mes proches.
Et notamment, cette passion pour la pâtisserie et pour la cuisine de manière générale me vient de ma mère. Et du coup, j'avais monté un business de pâtisserie avec ma mère où en gros, on faisait des gâteaux d'anniversaire pour nos proches. Donc voilà, on s'organisait comme ça, c'était sympa. Et j'aimais beaucoup faire ça. Donc avec Maxime, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc à exploiter. Et finalement, ce qui s'est passé, ce qui nous a empêché de creuser réellement cette idée-là, c'est que le Covid est arrivé. Donc voilà, on était bloqués à la maison et là, on s'est dit, OK, je pense que c'est pas le bon timing. Et du coup, on est parti sur quelque chose de plus digital. Donc tu dis que tes parents te poussaient un peu à aller dans un job safe, mais quand même, tu avais ce côté où avec ta maman, vous avez fait ce projet un peu entrepreneurial. Ouais, ouais, complètement. Bah, tu vois, moi, pendant mes études, en vrai, déjà, je tenais pas réellement en place. Je bossais énormément en parallèle. Je bossais pas mal en restauration. Ça me plaisait bien, tu vois. Tu avais beaucoup de relationnels. Tu voyais du monde, tu bougeais à droite à gauche, etc. Et oui, effectivement, moi, mes parents auraient préféré que j'ai un parcours un peu plus classique, tu vois. Pour rentrer derrière dans une école, enfin dans une école, non, dans un grand groupe, finir consultante, etc. Moi, enfin, c'est pas du tout ouais, une direction qui m'intéressait. Donc, j'ai tout simplement fait mon petit parcours de chemin. J'ai beaucoup voyagé, j'ai appris de mes expériences, je me suis nourrie des voyages que j'ai faits, des gens que j'ai rencontrés, pour comprendre réellement qui j'étais, ce que j'aimais réellement faire, ce qui m'animait. Et je pense que mes différentes expériences m'ont permis aussi c'est pas d'être assez rapide, mais tu vois, en fait, de savoir si j'étais sur la bonne voie ou pas. Ok. Ouais, tu parles de tes études. Si je ne me trompe pas, tu as fait Tech Deco, Ouais, exactement. J'ai fait Team, Tech Deco, Team TC. Team TC, donc Team IUT Paris Descartes, où j'ai rencontré bah, la plupart de mes associés, des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Euh, Adams aussi ou ouais, pas? Il était. Voilà, ok. Adams, Robin, Blondie, Panam, c'est le meilleur pote d'une nana qui était avec nous à l'IUT. Ouais, non, je pense que on peut dire que l'IUT était le meilleur investissement pour nous tous. Oui, et puis voilà, tu parles de parcours un peu grosse entreprise, etc. J'ai quand même l'impression que les gens qui ont, moi j'appelle ça une chance, j'ai aussi fait TC, mais la chance d'être passé par TC, c'est hyper concret. Ouais. Tu as des profs des fois qui viennent du monde du travail, entre guillemets, et ça Mm. t'inspire. Et je pense qu'après, ça te donne ce côté entrepreneurial. En plus, tu avais pas mal, voilà, tu as l'air d'avoir pris, d'après ce que tu mets sur LinkedIn, des responsabilités avec les soirées, le B2, etc. C'est bête, mais c'est la base de l'entrepreneuriat. Et tu commences à être débrouillard, etc. Ça donne un petit peu des envies. Et après, du coup, je crois que tu es parti en Colombie, Je suis partie en Carthagène alors, ou en je Espagne. suis partie en Colombie, mais là, ce dont tu fais allusion, donc c'est l'année à l'étranger, et non, c'était en Espagne, effectivement. Ah, ok, c'est le Carthagène de C'est le l'Espagne. Carthagène C'est de pas pareil. l'Espagne, effectivement. Mais ça commençait déjà à voyager. Ouais, ça commençait déjà à voyager. Bah, en fait, après l'IUT, moi, j'ai toujours aimé voyager. Et en fait, bon, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que, un, j'avais envie de voyager. Et deux, je me suis dit, bon, là, factuellement, les matières où je suis vraiment nulle, c'est les langues. Je suis nulle en anglais, je suis pas très forte en espagnol. Enfin, à un moment donné, tu vois, si j'ai envie d'avoir une belle carrière, il va falloir que je me mette un peu sur pattes. Donc, je me suis dit, bon, bah, le plus simple pour moi, puisque je suis quelqu'un qui apprend énormément sur le terrain, c'est de partir à l'étranger. Et en fait, par rapport aux différentes destinations qu'il y avait, je me suis tournée vers l'Espagne pour une raison très simple et qui, je trouve, avec un peu de recul, était très smart. C'est que je me suis dit, ok, bah en fait, je vais en Espagne parce que les locaux parlent espagnol, mais comme tu es dans un processus d'Erasmus, tu vas rencontrer aussi des étrangers. Et parmi les étrangers, il y a des personnes qui ne parlent pas espagnol, et donc tu vas pratiquer ton anglais. Et ça n'a pas loupé. Au terme de cette année, j'étais bilingue à la fois espagnol et anglais, donc j'étais plutôt fière de mon coup. Ok, ok. Ouais, c'est bien que tu aies pu aussi apprendre l'espagnol parce que c'est vrai que ça peut arriver que finalement tu finis par parler que français si malheureusement tu es que des français ou que anglais. Ok, donc Bah, je suis d'accord, mais du coup, quand je suis arrivée sur place, moi, il était hors de question de traîner avec des Français et bien sûr. je voulais pas devenir pote avec des Français, justement. Donc, je me suis aussi volontairement limitée en ce sens pour atteindre mes objectifs. Objectif atteint et grâce à ça, du coup, tu dis que tu as pas mal voyagé. Je vois première expérience à Dubaï, à Londres. C'est ça. Est-ce que c'était des expériences enfin,
t'ont aidé à te construire par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ou pas forcément, ou c'était juste des parcours à gauche à droite? Hum, Ah, c'est une bonne question. Non, ça m'a aidé à me construire parce que ça m'a permis, comme je te disais, de me former quand même sur pas mal d'aspects. Effectivement, la première expérience que j'ai eue, c'est à Londres, où je suis partie dans une start-up qui était en gros une boîte de management de Airbnb, où je bossais en marketing et en communication. Donc, c'était full en anglais. Euh, ouais, j'ai appris pas mal de trucs sur le marketing, sur la gestion avec les influences, etc. Donc, en soi, c'était hyper intéressant. Après, j'ai un peu regretté parce qu'il y a une grosse partie de la team qui était française. Donc, tu vois, je pense que j'aurais pu davantage progresser en anglais par rapport à ce que j'imaginais. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Et après, mais tu vois, déjà, même par rapport à cette expérience, moi, j'étais déjà un peu. Je dis, j'ai du mal à me cantonner à un cadre de mission. J'ai besoin de toujours toucher à de nouvelles choses, etc. Et en gros, le CEO de cette boîte qui s'appelait City Relais, enfin, qui s'appelait, je crois qu'elle existe encore, donc qui s'appelle City Relais, le CEO, lui, il avait d'autres boîtes en parallèle, tu vois, notamment des boîtes d'investissement, etc. Et moi, je touchais notamment à Photoshop. Et du coup, il m'a missionné sur d'autres missions pour ces autres boîtes. Genre, je lui ai fait ses plans pour faire une proposition d'achat d'un immeuble entier. Donc, j'ai fait ses plans d'architecture. Je suis pas du tout architecte, hein. Il m'a missionné aussi sur la création du logo de sa femme qui était architecte d'intérieur. Enfin, tu vois, ouais, il m'a placé sur d'autres missions qui rentraient pas dans le cadre de mon boulot et qui moi m'ont fait du bien. Ça m'a permis de développer de nouvelles skills. Enfin, j'étais contente quoi. Et après Dubaï là pour le coup c'était mon stage de fin d'études que j'ai fait donc à l'étranger. Et ça pour la petite histoire. Arrivé donc quasiment fin d'études, faut décider où tu veux faire ton stage de fin d'études. Moi, je n'avais aucune idée d'où je voulais partir. La seule chose que je savais, c'est que je voulais pas rester à Paris. Enfin, je voulais pas rester en France. Et du coup, j'ai envoyé des candidatures partout dans le monde. Mais genre, quand je te dis partout dans le monde, c'est que j'ai envoyé au Royaume-Uni, j'ai envoyé en Espagne, j'ai envoyé en Australie, j'ai envoyé au Japon, j'ai envoyé à Dubaï. Enfin, vraiment, je savais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avançais dans pas mal de processus. Et Dubaï a été, enfin, c'était les premiers à me faire un retour. Et ils m'ont dit, OK, tu as 3 jours pour te décider parce que nous, on a 700 candidats qui attendent. Et là, je me suis dit, OK, bon, là, va falloir prendre une décision. Et en fait, à cette époque, je me suis dit, bon, bah, Dubaï, j'entends un peu tout et son contraire. C'est soit t'adores, soit tu détestes. Et en fait, j'ai trop envie de me faire mon avis. Mes parents étaient pas trop chauds pour que je parte, donc ça m'a donné encore plus la volonté d'y aller. Du coup, je suis partie. Ok, donc en fait, t'as envoyé des CV partout, puis c'était ok, selon qui me répond, j'irai dans telle ville, et tout ce que je veux, c'est que ce soit une nouvelle aventure. Bah ouais, et puis après, je me suis dit, en vrai, les choses arriveront comme elles arriveront, et je sentirai au fond de moi si c'est quelque chose que je veux faire ou pas. Après, ça va, tu vois, c'est un stage de fin d'études, c'est 6 mois, je suis pas en train de dire que je suis en train de prendre un CDI, donc je sais qu'il y a toujours moyen de revenir aussi sur cette décision, et c'est pas quelque chose qui va t'ancrer, qui va te bloquer sur du très long terme. Ok, et donc là aussi, je vois, tu as quand même bossé pareil en marketing digital, donc tout ça, ça t'a quand même amené un petit peu là où tu es aujourd'hui par rapport aux skills, etc. Euh, t'as, euh, t'es revenu à Paris un moment et t'as fait un an à Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait un an. J'ai fait un an et ça, pareil, pour la petite histoire, c'est assez drôle. En gros, quand je suis partie à Dubaï, pour diverses raisons, les mecs qui étaient associés dans la boîte dans laquelle je bossais se sont séparés. Du coup, ça a mis un terme au contrat que j'avais, donc j'ai pas pu terminer réellement mes 6 mois. Donc un peu paniquée, je rentre en France, je cherche un boulot, je pars au Japon parce qu'il y a un mec qui tombe sur mon CV, qui me dit oui, faut qu'on se rencontre, j'ai envie de monter un business avec toi, etc. On bosse ensemble pendant une semaine et on voit comment ça se passe. Enfin, si ça se passe bien, si ça match, on lance l'idée de business ensemble et sinon, bah tant pis. Donc moi, je me dis ok, vas-y, Japon, j'ai jamais fait, je pars, j'y vais. Au final, on se rend compte, ça se passe super bien, on commence à bien avancer sur le projet. Mais en fait, moi,
j'avais une problématique qui était que je devais valider, tu sais, ma période de stage pour mon école. Et pour le coup, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment relous sur cet aspect. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'en finir. Donc, j'étais pas suffisamment en footiste pour me dire, bon, bah, Nick, c'est pas grave si j'ai pas mes 3 mois restants, enfin mes 2 mois de stage restants, parce que je voulais absolument mon diplôme aux yeux de mes parents, Ouais. etc. Et en fait, au moment où je suis rentrée à Paris, donc au terme de cette semaine au Japon, j'ai dit au mec, bah écoute, faut que tu me prennes assez rapidement parce que moi, je dois terminer ma période de stage avant la fin d'année, sinon je serai pas diplômée. Et ça décale tout et il est hors de question que je décale la chose. Et bref, il a eu un souci de paiement avec un client qui a fait que du coup le contrat n'a pas pu démarrer. Et je lui ai dit, moi je cherche en parallèle parce que j'assure mes arrières. Et je suis tombée sur une offre justement d'une boîte qui se lançait, qui était incubée à Station F. Et là, je me suis dit, bon, ok, le secteur ne m'intéresse pas. Enfin, ouais, c'est du garde-meuble, donc le secteur est pas du tout sexy, il m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. C'est quand même Station F, donc tu vois, sur le CV, c'est stylé. Tu as un écosystème potentiellement de malades à prendre. Et après, qui plus est, la boîte, elle vient quasiment tout juste d'être créée. Il y a tout à faire. Donc en fait, c'est hyper excitant. Et donc, je fais l'entretien avec le CEO qui s'appelle Mathieu. Et je lui dis, bon, bah, moi, je suis intéressée, mais par contre, je veux un CDD de 3 mois. Je veux juste valider ma période parce qu'en fait, moi, mon objectif de base, c'est pas de rester en France. Je veux partir. Donc là, je veux juste valider cette période qui me manque. Et après, je m'en vais. Et en fait, on avait bien matché, donc il a accepté. Et en fait, au bout de 3 mois, t'as pas le temps de, comment dirais-je, tu vois pas le retour sur investissement de tout ce que tu mets en place. Donc c'était un peu frustrant. Et lui m'a proposé de rester dans la boîte, donc je suis restée quasiment un an. Donc, belle histoire. Et c'est quoi du coup le lien et la transition avec le moment où tu lances Plouf, Flouf? Comment t'en arrives Alors, là? flouf, ouais. Bah, en fait, quand je bosse à Station F dans cette boîte, donc ça se passe très bien. Je suis assez stimulée parce qu'au final, je suis hyper autonome. Le CEO est pas du tout sur mes côtes, donc c'est hyper agréable. Moi, je suis hyper indépendante et tout, donc ça me va, ça marche bien, on avance bien, etc. Mais à un moment donné, je fais le tour. Comme je te dis, c'est pas un secteur qui m'excite, c'est pas un projet qui m'appartient. Donc ouais, à un moment donné, je commence à en avoir un peu ma claque. En parallèle, j'échange avec Maxime, avec qui bah, j'explique un peu la situation. Je lui dis, écoute, je pense que là, je suis prête à lancer mon projet. On en avait déjà un petit peu parlé et moi, je savais que je voulais lancer quelque chose avec lui. Donc, on avait commencé à lancer My Name is Bond en parallèle, du coup, de cette boîte à Station F qui s'appelle Gilbert. Et en fait, My Name is Bong, qui est donc une agence d'automatisation, c'est une productize agency. Donc en fait, on commençait. Techniquement, il y avait pas mal de productions qui étaient quand même automatisées. Après, si tu veux, tout le process de sales, tout le process de relations clients, etc., n'était pas du tout automatisé ni même optimisé. En revanche, la production à proprement parler, elle l'était. Et en fait, il s'est écoulé bah, quasiment, si je dis pas de bêtises, quasiment 6 mois. Et au bout de 6 mois, effectivement, j'ai eu l'envie de développer un autre projet qui n'avait rien à voir, qui là pour le coup était une marque de compléments alimentaires pour les chiens, qui s'appelle Flouf. Et comment j'en suis venue à cette idée? En fait, mes parents ont une chienne avec qui du coup j'ai vécu, qui a été atteinte d'une hernie discale à plusieurs reprises. Elle a été opérée et en gros elle a failli y passer. Et le vétérinaire nous avait conseillé de lui donner des compléments alimentaires justement pour l'aider dans cette phase qui était hyper difficile, à la fois pour elle et pour nous d'ailleurs. Et en fait, j'ai un peu mis le nez dans les produits qu'on lui donnait, les produits qui étaient recommandés, tu sais, par les vétos, bref, tout ce que tu pouvais trouver sur le marché. Et je me suis rendu compte que c'était de la merde. Et comme j'ai toujours eu cette envie de lancer un e-commerce et d'avoir mon propre produit, bah, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Et du coup, j'ai lancé Flouf. Donc, j'avais 3 projets à la fois. Ouais, et puis là, enfin, c'est un e-commerce, tu vas créer ton propre produit, etc. Tu connaissais la partie marketing, mais niveau produit, tu t'es lancé sur un nouveau truc. Enfin, comment t'as fait? Comment j'ai fait? J'étais accompagnée, j'avais des associés qui
Donc j'étais associée encore une fois sur ce projet à Maxime, plus à une autre personne qui pour le coup avait déjà lancé sa marque e-commerce, qui était plus en lien avec le bien-être, mais du coup qui m'a vachement accompagnée et épaulée justement dans ces différentes étapes qu'effectivement je ne connaissais absolument pas. Ok, et par contre, donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ton projet number one, c'est My Name is Bond. Bond. Oui. Comment tu choisis, du coup, quand tu as trois projets comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je pousse ou j'arrête, je transitionne? Ça doit être pas facile à ce moment-là. Tu sais que tu peux pas tout faire, mais comment tu décides? Ouais, bah, je suis une acharnée du travail, donc en fait, j'arrivais à tout gérer jusqu'à ce que mon corps me dise à un moment donné, genre stop. Et effectivement, c'est gérable. C'est gérable tant que t'as pas de projet qui pète réellement, tu vois. Donc ça a été gérable un temps. Et comment ça s'est fait? Bah déjà en fait, je perdais énormément d'intérêt pour Gilbert, mais Gilbert était quand même le projet qui me stabilisait financièrement parlant. Donc je pouvais pas complètement le mettre de côté. C'est la raison pour laquelle j'avais lancé Bond aussi en parallèle et que je voulais pas abandonner Gilbert. En fait, je suis arrivée à un stade où Bond me payait autant que Gilbert. Donc en fait, je me suis dit bah ok, je ok, ça me rémunère. En revanche, je prends plus aucun plaisir à bosser sur ce projet. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai diminué mes jours de travail pour lui. Je suis devenue freelance. J'ai bossé 3 jours par semaine. Après, c'était 2 jours par semaine. Et un jour, je lui ai dit, écoute, là, je suis en train de lancer un autre projet en parallèle. Et honnêtement, j'ai plus le temps et sincèrement, j'ai même plus l'envie. Donc ça sert à rien. Donc on a mis un terme à la relation de cette manière. Et donc j'étais focalisée sur Bond et sur Flouf. Et sur Bond, quand il y a eu le lancement de Flouf, qui était quand même très demandeur de temps et d'énergie, je me suis mis en semi-pause sur Bond pendant un mois ou deux parce que effectivement sur Flouf, j'avais lancé une campagne de crowdfunding. Donc voilà, ça a nécessité beaucoup d'investissements, investissements que j'avais plus du tout ingérés dans Bond. Ok, ouais, c'est ce que j'ai vu campagne sur Ulule. Ouais, c'est Euh, ça. et donc, bon, aujourd'hui, c'est sur Bond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette année ou transition? Sur Bond, Bah, qu'est-ce qui a fait que du coup, donc, tu lances un peu les deux projets entre guillemets en parallèle, tu te mets en ouais. pause sur My Name is Bond, puis tu fais la campagne. Qu'est-ce qui se passe après ça? Comment ça évolue? Et puis, ouais, comment t'arrives à être maintenant sur un projet full-time? Ouais, bah écoute, Flouf, donc la campagne de crowdfunding, bien évidemment, ça demande quand même pas mal de préparation. En plus, qui plus est, comme c'était des produits qu'on avait créés vraiment de toutes pièces, il y a quand même eu un an de recherche et développement, de tests, etc., avant le lancement de la campagne de crowdfunding. Pendant la campagne de crowdfunding, je me suis enfin complètement, ouais, quasi complètement en arrêt sur Bond. De toute façon, ça avait été acté avec les associés parce que bah, justement, il y avait le lancement de Flouf. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la campagne m'a épuisée. Et derrière, entre le moment où tu termines ta campagne et le moment où tu livres tes clients, il se passe quand même un certain laps de temps parce que bah tu vois, faut valider avec le laboratoire. euh, Bref, et après les délais de livraison, etc. Je te passe les détails, mais en gros, c'est un peu une galère. Et en fait, pendant ce temps-là, moi, je me suis posée et j'ai un peu tout remis à plat sur les chiffres, sur les marges, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que Flouf était un projet qui n'allait pas être rentable de sitôt et en fait, qui avait beaucoup de sujets et de problématiques que j'avais pas réellement anticipées. Par exemple, c'est un produit qui n'est pas tant démocratisé en France. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, ça explose parce que les Américains, ils sont fans de leurs chiens, que c'est comme leurs gosses, et qui sont très axés de manière générale, même sur la santé pour eux-mêmes et encore plus pour leurs animaux. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens ont déjà du mal à investir en eux-mêmes, tu vois, dans les compléments, etc. Alors, quand on parle de leur chien, là, tu t'adresses, sans jeu de mots, à un secteur vraiment de niche. Et Pas mal. j'en avais conscience, mais je pense que j'avais pas capté que c'était à ce point, parce qu'il y avait une éducation marché qui était ouf à faire. Et en fait, comme j'avais quand même Bond en parallèle et que j'avais pas envie de lâcher complètement Bond, je me suis dit, ok, en fait,
là, je suis en train de me mettre dans un gouffre et je sais pas si je suis vraiment prête. Je sais pas si j'ai l'énergie. Ouais, je pense que j'ai pas l'énergie tout simplement pour le faire. Et du coup, voilà, j'ai tout mis à plat et je me suis rendue à l'évidence, c'est que Flouf n'était pas un projet qui était fait pour moi, en tout cas pas à ce moment-là. Tu vois, moi, ma volonté, c'était de continuer à voyager. Là, on parle quand même d'un projet avec un produit physique où il faut faire de l'éducation marché, où il faut aller démarcher des vétos, il faut aller chercher des prescripteurs. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses à faire en physique qui allaient me bloquer du coup à Paris. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de fuir la France, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, là, on va réaligner les planètes, les intérêts, etc. Et j'ai dit, bah, écoute, je prends la décision d'arrêter le projet. Donc, voilà, j'ai stoppé le projet et je me suis focus sur My Name is Bond. Ok. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, ce rappel que tu fais de dire, c'est pas parce que c'est une bonne idée de business que c'est la bonne idée de business pour moi maintenant. C'est hyper important et je pense que pas mal de gens, je pense, dans les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être comme toi et moi, des gens qui ont beaucoup d'idées de business, peut-être un peu trop, mais Mm. d'avoir cette filtre de décision, de dire, ok, mais c'est une bonne idée, mais est-ce que je suis la bonne personne? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Donc, comme tu disais, tu as ces priorités-là à ce moment-là. À ce moment-là. Donc tu t'es remis à plat et tu as eu le courage de dire, je me suis exposé publiquement, j'ai fait ce produit, j'ai bossé comme une ouf. Et, et aujourd'hui, de dire stop, je pense que Ouais. c'est dur et je pense que c'est un bon message que tu envoies là, de dire c'est pas grave, ce qu'il faut c'est être aligné. Et du coup, ma question c'est, tu étais aligné, mais est-ce que tu commençais déjà à générer de l'argent avec le nouveau projet ou est-ce que tu es reparti à zéro? Et autre question, est-ce que tu te sentais beaucoup plus soutenu et entouré sur le projet parce que tu avais plus une équipe versus tu étais tout seul? Est-ce que ça a influencé aussi ou pas? Ouais, forcément, ça a influencé. Déjà, pour répondre à ta question, donc sur Flouf, on a fini la campagne de crowdfunding. On avait fait, je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'était 251 précommandes, ce qui est pas non plus enfin, ce qui est pas énorme. Moi, j'avais des objectifs qui étaient bien plus importants, mais parce que je me basais sur des campagnes plus globales. Après, honnêtement, sur le secteur animal, c'est une très bonne campagne de crowdfunding. Ce qui nous a permis en gros de lever plus ou moins 10 000 euros. Non, j'ai pas généré d'argent. J'en ai plus perdu que j'en ai généré puisque bah forcément je suis pas allée au bout de la campagne. Enfin, c'est-à-dire je suis allée au bout de la campagne, mais en fait je suis pas allée au bout de la production des produits et j'ai remboursé tout le monde plutôt que de faire une production, d'avoir un stock qu'il fallait vendre, etc., etc. Donc voilà. J'avais une équipe dans le sens où il y avait une nana donc Caroline, qui m'accompagnait sur le projet. On était deux. Mais l'investissement, il n'était pas à 100% des deux côtés. Et honnêtement, je pense que sur ce genre de projet, avec ce genre de problématique, tu as besoin, d'être full-time dessus, parce que encore une fois, tu as cette éducation marché qui est hyper importante. Et après, je pense que ouais, s'associer dès le début, mais s'associer avec des gens qui sont full-time, qui sont autant impliqués que toi, à la fois au niveau des parts que au niveau du temps et de la valeur que tu vas apporter, c'est important. Et sur des débuts de projet comme ça, je trouve que la valeur que tu vas apporter, même enfin dire, comment dire, l'implication temporelle que tu vas donner, elle est méga importante. Enfin, en tout cas pour moi, parce que tu es dans une nouvelle aventure, parce que tu vas partager beaucoup de choses, tu vas partager les victoires, les galères, etc. Et du coup, ouais, ça a clairement un impact. Ouais, et puis, je veux dire, au début, comme tu dis, tu étais sur un petit marché, c'était hyper nouveau, hyper innovant. Si t'es pas à 2000% passionné, ça va être compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui oublient. Ils pensent à leur marketing, etc., etc. Mais c'est quoi ton business de base? C'est quoi le produit que tu Mm. vends? À qui tu le vends? Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que c'est juste un truc qui a un élan dès le début ou est-ce que tu vas ramer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans? Et du coup, ça fait un peu le lien avec ma question quand je disais sur l'argent, sur les revenus, c'était du coup avec My Name is Bond. Est-ce que quand du coup tu as dit stop à ce projet, il y avait déjà du chiffre d'affaires qui rentrait et ça te permettait de dire ok, je pars pas non plus de zéro ou est-ce que. Oui, bah Bond, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on l'avait lancé, on était en croissance, ça marchait bien, ouais, il y avait, on tenait quelque chose, tu vois.
Et forcément, oui, forcément, tu te raccroches aussi à ça. En fait, j'ai eu deux projets complètement opposés. Un projet qui est une agence de service et de l'autre, un projet qui est du produit, vente de produits à des particuliers, B2B versus B2C. Et tu vois bien que le modèle est complètement différent, les modes de fonctionnement, les modes de rémunération, enfin, tout était différent. Enfin, en fait, tu es en train de construire une agence versus tu es en train de lancer un peu une startup, tu vois. Donc, euh, donc ouais, moi, par rapport à ma vision, par rapport à mes objectifs, à mes ambitions et surtout au mode de vie que je voulais, parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est mon mode de vie qui m'a fait me dire, bah, en fait, c'est Bond qui te permet de vivre la vie que tu veux et c'est pas flou. Donc, à un moment donné, fais un choix, quoi. Ouais, et je pense que du coup, cette tendance du soloprenariat ou de beaucoup de personnes qui veulent monter des agences, ça va aussi avec cette compréhension que les business de service permettent ce mode de vie. Donc finalement, il y a eu la vague des digital nomades, maintenant c'est Ouais. même plus un mot parce que on est tous un peu comme ça, entre guillemets. Et en fait, le business model des agences, ou même freelance, ou même infopreneur, quoi que ce soit, et le business model adapté est parfait. Donc c'est pour ça aussi que c'est en train d'exploser. Et est-ce que toi, du coup, si c'était à refaire et que tu sais ça maintenant, tu éliminerais immédiatement une idée si c'était plus produit ou est-ce que ça dépend Non, pas du tout. Tu vois, tu parles de soloprenariat. Moi, le soloprenariat, ça m'excite pas du tout. Je pense que maintenant, avec le temps, je comprends qui je suis, je comprends ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'excite au quotidien. Ce qui m'excite, moi, c'est d'être avec des potes ou en tout cas avec des gens que j'aime profondément, avec qui je vais m'éclater au quotidien. Et surtout, le fait d'avoir une équipe qui est avec toi au quotidien sur un sujet en particulier, je trouve qu'il n'y a rien de plus motivant et excitant en réalité. Donc, voilà. Et après, non, pour répondre à ta question, je pense que c'est comme les goûts. Tu sais, ça évolue avec le temps. Donc, non, je ferme pas la porte à un projet B2C. Au contraire, je pense que ça reste au fond de moi quelque chose que j'ai envie de tester. Je dis pas que je veux en faire des milliers et des cents, mais juste, juste ouais, le fait de tester quelque chose de nouveau, de tenter, d'apprendre et de comprendre tout simplement cet univers-là et ce mode de fonctionnement. Ok, totalement aligné aussi sur la partie équipe. Euh, j'ai l'impression que quand même toi, tu étais plutôt bien entouré dès le début sur ce projet. Après, je connais un peu vous, votre histoire, votre réseau. C'est génial, je pense que l'énergie que ça dégage. Personnellement, quand j'ai eu des projets tout seul, je suis totalement d'accord avec toi, c'est juste très compliqué. Et finalement, le faire avec un groupe de potes ou quelqu'un qui t'aime profondément, comme tu dis, c'est juste autre chose et c'est un kiff total. Donc là, je te rejoins là-dessus. Donc, pour rentrer sur ce que vous faites aujourd'hui, donc tu dis que tu as lancé il y a 4 ans, là, à un moment de ton histoire que tu es en train de nous raconter, ça fait un an et demi. Comment ça a débuté? Comment vous avez eu l'idée? Comment vous avez testé l'idée? Comment vous avez eu comment vous avez eu vos premiers leads et vos premiers calls et vos premiers clients? Ça ressemble à quoi un petit peu le début? Ouais. Le début, il ressemble à quoi? Il ressemble au fait de poser sur papier les différentes idées qu'on a, de s'aligner sur moi, les sujets que je connais, que je maîtrise, ce qui me donne envie. Et ouais, on a, comme je te disais, on s'est rapidement mis d'accord sur l'idée de My Name is Bond. En fait, à la jeunesse du projet, on était juste Maxime et moi, donc on était deux. Et en fait, on s'est dit, OK, bon, bah, on a l'idée, on a très vite trouvé le nom My Name is Bond. My Name is Bond ne s'est jamais appelé autrement que My Name is Bond, tu vois. Et en fait, on s'est dit, OK, avant de commencer sur la partie technique, avant de développer quoi que ce soit, on va tester le marché et on va fake it until you make it. Donc, on va vendre ce service qu'on n'a pas encore pour vérifier l'intérêt du marché. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poncé mon LinkedIn comme never. J'ai prospecté à balle, mais vraiment à balle. Mon objectif, c'était de parler à un maximum de personnes qui correspondaient à la cible que j'imaginais être la bonne sur Bond, de prendre un maximum de personnes en call. Forcément, au début, ça fait peur parce que moi, je viens pas du tout du milieu sales et limite, c'était le truc que je voulais pas faire. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que quand tu veux faire du business, tu es obligé de passer par là. Et, euh,
Et non, j'ai fait beaucoup d'appels. J'ai itéré sur mon discours, sur la manière de présenter Bond, sur le fait de comprendre ce dont ils avaient vraiment besoin. Et en fait, on s'était donné un objectif avec Maxime qui était d'avoir 5 oui. Donc 5 clients qui nous disent, enfin 5 leads du coup, qui nous disent oui, je veux devenir client chez Bond. Et quand on a eu les 5 leads, on s'est dit ok, maintenant on fait quoi? Comment on fait pour gérer la partie opérationnelle? Et en fait, on s'est dit bah Maxime, lui, il avait vraiment cette vision stratégique, branding, etc. Moi, j'avais la partie opérationnelle, mais plus sur les ventes et aussi sur le marketing. Et en fait, il nous manquait quelqu'un. Donc, on a contacté Pierre Paris, donc à Paname, qui était disons, un copain d'IUT. Il n'a pas fait l'IUT, mais c'est un copain d'IUT. Et qui, lui, pour le coup, bossait dans une boîte de conseil chez SIA Partners. Et en fait, à l'époque, il tenait une newsletter où il parlait de RPA, donc de Robotic Process Automation. Le mec était fan d'automatisation, en clair. Donc on s'est dit, ok, on tient notre homme. Donc Maxime l'a appelé, il lui a dit, bon, on a une idée de projet, elle a été validée, mais on n'a personne pour le run. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie de l'aventure? Et à partir de là, on a commencé à bosser ensemble. Je te parle de ça, on était en plein confinement. Donc en fait, avec Pierre, on a commencé à bosser ensemble. Les 6 premiers mois, on a bossé comme des acharnés sur le projet. On s'est jamais vu. Enfin, on s'est jamais vu. On se voyait en visio, mais on s'était jamais vu. Et on s'est rencontrés 6 mois plus tard. Et donc tu l'as dit en plus dans le pitch, c'était cool. Salut, on veut te recruter, on a un projet et on a même d'ailleurs des clients. Il faut juste qu'on délivre. Exactement. Et ça, c'est hyper innovant, entre guillemets, cette vision d'aller faire des calls et parler au marché. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça et c'est un petit peu quelque chose qui est fait, mais j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, c'était quand même assez innovant. Comment vous en êtes venu à dire il faut faire ça? Est-ce que c'est Maxime qui a vraiment ce côté, voilà, il a le business plan en tête Je pense que c'est pas tant une question de business plan, mais plus le fait que Maxime, lui, il bossait, enfin, il a bossé, j'ai peur de te dire une bêtise, mais il a bossé au moins, je crois, 4 ou 5 ans chez The Family, aux côtés d'Oussama, etc. Donc, euh, l'écosystème, les plans d'action, même la manière de réfléchir de The Family, elle est quand même assez particulière, elle est assez innovante. En fait, Maxime a baigné dedans, donc oui, c'est lui qui nous a. Maxime, c'est vraiment notre shortcut sur pas mal d'éléments. et c'est vraiment parce que du coup, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes associé sur Join The Quest, enfin The Ouais, Quest, pardon. sur The Quest, ouais, exact. Et finalement, c'est un petit peu, j'ai l'impression, lui, ce qu'il faisait d'accompagner, enfin de trouver des entrepreneurs qui ont du potentiel et puis leur mettre le pied à l'étrier, s'associer avec eux, c'est un peu, j'ai l'impression, dans son ADN. Et aujourd'hui, vous en avez fait enfin, votre identité. Ouais, complètement. Alors après, The Quest et My Name is Bond, c'est quand même deux entités qui sont complètement différentes. Ce qui est drôle, c'est que My Name is Bond a été créé avant The Quest et qu'en fait, The Quest s'est créé quelques semaines, mois, je dirais, après My Name is Bond. Et je pense que les garçons aussi ont compris ce qui les animait eux. Et eux, ce qui les animait, c'était de lancer plusieurs projets différents. C'est vrai que les premiers projets, c'était tout le temps avec des copains. Parce qu'il y a, ouais, il y a ce côté très récréatif qui est important. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Faut pas trop se prendre au sérieux et je pense que ça se ressent et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui The Quest est ce qu'il est et qu'on a des valeurs aussi communes et aussi fortes. Ouais, et puis toi, au final, tu étais un peu dans ce cobaye du modèle où tu as fait partie des potes qui ont été lancés comme ça sur ce modèle sans forcément le lancer dans le programme Quest. Mais c'était déjà cette idée de dire, OK, on lance des boîtes avec des gens qui ont du potentiel, avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai envie de passer mes journées et de bosser. Et justement, tu parlais d'être sur plein de projets à la fois. Toi, tu as ce côté aussi touche à tout. Là, du coup, tu es focus sur une agence. Moi qui ai aussi ce problème d'être un peu sur plein de projets à la fois, je trouve que le modèle d'agence a ce côté sympa où tu vois plein de clients, du coup, et donc tu résous ce problème de vouloir faire plein de choses à la fois en le faisant une seule chose, mais pour plein de clients différents, et tu vois des choses toute la journée, ou est-ce que tu as encore cette frustration? Non, je l'ai encore. Je l'ai encore et après oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a vachement animée dans My Name is Bond, c'est que bah en gros pendant attends, pour pas dire de bêtises, je crois que c'est pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Pendant 2 ans, on a géré My Name is Bond en étant trois.
On est passé de 0 à 50 000 euros de MRR. Et moi, je gérais toute la partie acquisition. Et en fait, je faisais tous les calls clients. Donc oui, effectivement, c'était hyper animant parce que je rencontrais plein d'entrepreneurs, je rencontrais des secteurs d'activité, des business models, etc., qui étaient divers et variés, donc hyper intéressant. Après, nous, techniquement, dans l'opérationnel, on fait, entre guillemets, la même chose. On a une stratégie, oui, on l'adapte à chacun de nos clients, mais ça reste la même chose, tu vois. On va pas gérer tes réseaux sociaux, réfléchir à ta charte graphique. Enfin voilà, nous, on fait de l'acquisition sur Instagram. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Tu vois, oui, j'ai touché à plein de choses, etc. C'était intéressant. Mais pour autant, j'avais quand même cette frustration de vouloir lancer quand même d'autres projets. Et bah, du coup, j'ai quand même lancé d'autres projets en parallèle, mais qui sont pas des projets qui me demandent autant de temps et d'énergie que Bond va me le demander. Par exemple, j'ai monté l'année dernière des co-living. Donc ça s'appelle Nomade et en fait je me suis associée avec deux copains que j'ai rencontrés en podcast d'ailleurs. Et en fait on a lancé des concepts de co-living pour des entrepreneurs où en gros on part une dizaine de jours tous ensemble, on vit ensemble dans une bête de baraque et chacun a ses business, on s'entraide, on cowork ensemble et on se fait des échanges de bons procédés, tu vois, on se forme un peu tous et puis au fur et à mesure du temps la, la structure et la vision de ces co-living a évolué et maintenant, bah, effectivement, on est trois et on a beaucoup plus structuré la chose. Donc, on organise des masterminds, des brainstorming en fonction des problématiques des uns et des autres. Et en vrai, c'est trop chouette. Et moi, je sais que c'est un projet qui colle trop à qui je suis et à ma manière de vivre au quotidien. Non pas que ça va devenir mon main business, parce que bah, de toute façon, tu vois, on en organise 3, 4 par an. Mais ça me permet de compléter un peu certains aspects que j'aurais pas forcément avec My Name is Bond. Donc le fait de rencontrer des gens en physique, de vivre des expériences. Et, euh, et franchement, ce projet, il est incroyable. Toutes les sessions qu'on fait, à chaque fois, ça crée des amitiés de dingue. Tout le monde reste en contact. Tout le monde se revoit. Enfin, ouais, c'est puissant. C'est ouf, hein. Depuis tout à l'heure, je suis avec un grand smile parce que je pense que tu savais pas du coup, mais pour la petite histoire, j'ai aussi monté une boîte de co-living et c'était il y a 5 6 ans à Paris. J'ai commencé et j'étais justement dans The Family, associé avec The Family. Ça s'appelait Coalition. En dessous, on a essayé de le faire plutôt sur du moyen terme. On avait ouvert un appart à Paris, à Barcelone. Enfin, c'était vraiment un délire. Donc, j'ai perdu plein d'argent. C'était génial. Donc, c'est pour ça qu'on a dû arrêter. Par contre, tout ce que tu dis sur voilà, le côté vivre ensemble, les projets qui éclosent, je sais pas comment on dit, bref, les projets qui naissent, les collaborations, c'était juste dingue. Et justement, là, pareil, depuis 6 mois, pour info, pareil comme side project, je vis dans le mode de vie que tu vas me décrire. Et je suis avec un groupe de copains, on est tous entrepreneurs, on est parti, on était 6 mois à Marrakech. Là, je suis à Ah ouais, Buenos Aires, je t'avais pas dit, mais je te parle depuis Buenos Aires. trop bien. Et on bouge comme ça. Et voilà, le côté mettre les bonnes personnes avec le bon état d'esprit ensemble, tu voyages comme si tu vis des aventures. C'est pas du tout un voyage comme tu peux aller quand tu es un touriste. C'est juste 10 fois plus intense. On se lève tôt, on est trop content, qu'il pleuve, qu'il vente. C'était juste avec les bonnes personnes. Donc je te rejoins totalement. Mm. Faudrait que tu m'envoies du coup le lien de ce que vous faites. Voilà, Avec je pense que plaisir. c'est une énorme tendance. Et tu parles des masterminds. Ça, c'est un sujet, je pense qu'en France, enfin, c'est en train d'exploser. Mais la puissance de faire partie de réseaux mastermind gratuits ou payants comme ça, enfin, moi, ça a changé ma vie. J'ai fait ça toute ma vie. Là, je suis dans 2 masterminds en France. Et même si c'est hyper cher, je vois totalement le ROI. Et donc, c'est très marrant que tu dises, voilà, tu as aussi ce côté, tu as le travail d'un côté. Et ça, c'est le networking, mais 2.0. Et je pense que c'est une tendance avec chacun sa variation qui est en train d'exploser et qui apporte énormément de valeur. Donc, c'est T'es un dans super quel projet. mastermind, toi? Entreprendre de Gérald Fort. Ok, oui, je vois très bien. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Et je suis dans un autre, pas forcément récurrent, c'était un événement là en juin, qui était pas mal Ok. aussi, mais plus sur l'infoprenariat. Pour focus un peu sur Bond, parce que le temps passe et puis voilà, on a chacun nos choses à faire après. Donc tu passes en 2 ans, vous bossez comme des malades, vous êtes trois, toi tu gères, déjà vous êtes assez bien organisé de ce que je comprends bien, avec chacun son rôle, un peu voilà, processisé, du Fordisme, toi tu fais les sales, etc. J'imagine que derrière chacun s'occupe de sa partie, vous montez à 50K en 2 ans.
Qu'est-ce qui se passe après au niveau de la structuration, au niveau de la délégation, des process, où ça en est aujourd'hui du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années ou les années suivantes? Ouais, bah, du coup, effectivement, moi, je sens que, alors attends, je crois que, dans un premier temps, on a commencé à recruter quelqu'un sur la partie, opérationnelle, donc plus, gestion de clients. Donc en fait, en d'autres termes, la partie de Paname. Et donc on a commencé à recruter. Paname, lui, se libérait du temps aussi pour le développement des d'autres agences qu'il avait au sein de The Quest. Et donc, ouais, on a recruté un mini Paname. Peut-être 6 mois après, moi, j'ai dit, OK, bah, en fait, là, je sens que j'arrive au bout de mes capacités. Enfin, j'ai 24 heures dans une journée, j'enchaîne 8 calls par jour. Je peux pas aller au-delà. Et du coup, j'ai recruté un sales qui était ouais, j'ai recruté un sales qui était le copain d'une copine qui a travaillé avec nous plusieurs mois. Et du coup, à partir de là, bah forcément, on a continué à connaître de la croissance parce que moi, je pouvais me focaliser sur les stratégies d'acquisition, etc. Mettre en place, bah voilà, d'autres choses que ce qu'on faisait déjà, parce que c'est vrai que quand tu es vachement dans l'opérationnel, quand tu fais tous les calls, etc., c'est compliqué de prendre de la hauteur et de se libérer du temps pour justement la mise en place de stratégies plus innovantes qui pourraient te permettre de passer un cap supérieur. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans le process et dans les optimisations qu'on a mis en place? Après, on a travaillé avec des prestataires qui nous permettaient, tu vois, de développer la partie acquisition, notamment par rapport à du cold call ou ce genre de choses. Après, on a intégré un head of sales au sein de nos équipes, donc tu vois, Bond commençait un peu à se structurer. Là, on est monté jusqu'à 75 000 euros de MRR, donc ce qui était plutôt pas mal. Et C'était puis, quand et vous étiez combien dans l'équipe? Pardon. c'était l'année dernière, c'était l'été dernier, tu vois, en ouais, août 2023. On était combien dans l'équipe? On était... Alors, en full-time sur Bond, on était 4 ou 5. 4, je crois, 5. Mais après, on bossait quand même avec des prestataires sur, tu vois, sur des missions très, très précises. Et en fait... Bah, après, au fur et à mesure du temps, on a changé pas mal de choses. Finalement, on a arrêté de travailler avec notre head of sales. Et puis là, en fait, ma sales est partie. Donc, on est en recherche justement de recrutement de sales pour repartir un peu en croissance. Mais du coup, là, on est à nouveau trois. Ok. Et est-ce que du coup, au niveau de toi, ton temps, personnellement, ta charge de travail, tu as réussi à réduire et maintenant c'est reparti et tu n'as plus de temps pour toi ou comment tu as géré ça? Aussi, en parallèle, cette question, c'est que je sais que du coup, tu es investi sur les autres projets du groupe. Comment tu as réussi à balancer ton temps et dans quelle direction tu aimerais que ça aille? Bah écoute, là actuellement, comme j'ai repris la partie sales, étant donné que j'ai pas de sales, c'est vrai que mon temps, c'est pas qu'il est pas bien géré, mais juste je suis vraiment overbookée. Mes journées sont très chargées. C'est compliqué de me dégager un peu de temps, mais je sais, enfin, comment dirais-je, j'ai pas envie de recruter quelqu'un pour recruter quelqu'un. Je veux vraiment tomber sur quelqu'un avec qui ça fit humainement parlant et aussi au niveau des skills. Donc je préfère prendre mon mal en patience plutôt que de recruter une mauvaise personne qui va me demander de l'énergie, de l'investissement parce qu'il faut la former, etc. pour qu'au final, tu vois, au bout de quelques semaines, s'en aille. Comment est-ce que j'aimerais que ça aille? Bah non, j'ai envie de. En fait, je me suis rendu compte que tu vois, Bond, ça va pas être une. Enfin, j'ai pas pour vocation à avoir 50 personnes qui vont bosser pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère qu'on soit en petite équipe, que le temps de chacun soit bien optimisé, que tout le monde prenne du plaisir, soit bien dans sa vie et voilà. Ouais, donc là, en fait, c'est hyper intéressant. Tu es dans ce modèle que j'ai l'impression de voir de plus en plus se dégager, qui est être, on va appeler ça la micro-agence. Je pense qu'il faut que je change le nom de ça parce que c'est hyper péjoratif, mais une agence où tu es entre, je sais pas, 4 et 10, qui fait quand même un chiffre d'affaires hyper intéressant, qui est bien structuré, bien processisé, et où tu optimises pour la liberté, finalement. Et tu n'as pas la vocation à passer on va dire à l'étape d'après. Des fois, c'est OK d'être, de rester à une certaine étape, comme ils appellent le concept de small giants.
T'as pas besoin de dire, OK, on va faire la plus grosse agence du monde. Il y en a qui vont faire ça, c'est juste autre chose. Et là, du coup, tu dois recruter des consultants donc tu vends du temps homme, tu prends les bureaux, tu prends machin. C'est juste une autre aventure et je pense que ce concept de micro-agence, à la fois pour notre génération, nos envies et pour le client, je trouve ça assez génial parce que tu es quand même servi par des gens. La personne qui te parle connaît la personne qui fait le taf. C'est pas juste des layers de stagiaires et de managers. Vous êtes dit, c'est le genre d'agence que vous gardez dans ce modèle-là à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, de toute façon, après, depuis le début, je pense qu'on savait quand même qu'on n'avait pas pour vocation à devenir une grosse filiale ou quoi que ce soit. Après, forcément, c'est challengeant d'aller chercher plus de croissance, tu vois, de développer d'autres filiales, enfin pas d'autres filiales, mais d'autres parties au sein même du business. Mais ouais, je pense qu'on a quand même toujours été assez alignés sur la vision qu'on avait avec mes associés. Ok. Et si tu fais du coup pas mal de call sales, c'est quand même. Nous, on parle avec beaucoup d'agences. On a un questionnaire que tout le monde remplit, etc. Et une des problématiques principales, enfin, il y en a deux problématiques principales qui reviennent tout le temps, c'est un, on a besoin de plus de clients, deux, structuration. Toi, niveau structure, enfin, niveau des deux, tu as l'air de tourner. Depuis 4 ans, si tu as autant de calls, comment tu fais pour générer ces leads? Est-ce que du coup, tu utilises ton propre système que vous vendez? Est-ce que tu parlais de boîtes ou de prestataires externes qui font la génération de leads? Ça ressemble à quoi votre acquisition de clients? Nous, il y a pas mal de choses qu'on a travaillé depuis 4 ans. Tu vois, déjà, typiquement, on n'a jamais investi un seul euro, tu vois, en publicité ou quoi que ce soit. Donc, on a fait beaucoup, bah, forcément, d'outbound dès le début parce que personne ne nous connaissait, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit des campagnes d'email, que ce soit même de la com, en fait, déjà rapidement, même sur Instagram. Après, ce qui a été assez game changer, c'est moi, en 2022, je me suis lancé un défi qui était de publier tous les jours sur LinkedIn. Donc, ça nous a donné beaucoup de visibilité. LinkedIn est devenu notre canal d'acquisition à 40%, tu vois. Donc, quasiment 50% de nos leads provenaient de LinkedIn. Et après, bah, de fil en aiguille, j'ai envie de te dire, il y a la notoriété, il y a le bouche à oreille, parce que forcément, en 4 ans, nous, on a accompagné plus de 2000 clients dans leur croissance sur les réseaux. Donc voilà, les gens commencent à nous connaître. Et, euh, et voilà, après maintenant, nous, on met en place aussi de nouvelles stratégies d'acquisition pour innover la chose et aller chercher toujours plus de leads. Parce que oui, effectivement, le sujet principal des agences, c'est comment avoir plus de clients. Et c'est du coup hyper intéressant ce type game changer que tu nous donnes, qui est, vous avez fait de la prospection classique, ça a marché. Au bout d'un moment, ça s'est peut-être, j'ai l'impression, tu dis essoufflé, mais ce qui a tout changé, c'est que toi, tu as commencé à créer du contenu, et donc quand tu as fait de la prospection plus du contenu, c'est là où vous avez vraiment eu des énormes ROI. Ouais, complètement. Donc Complètement, l'un va avec complètement. l'autre, si tu veux un super. Oui, oui, bah, je pense que, enfin, tu vois, même par exemple, le contenu va pas générer des leads du jour au lendemain. Il y a aussi ce besoin de crédibilité, de notoriété. Après, il y a le temps qui fait les choses aussi, hein. Une agence qui est présente depuis 4 ans, forcément, tu te dis, OK, à un moment donné, c'est pas des petits gamins, quoi. Et c'est vrai, et par contre, tu vois, il y en a qui font aucun contenu, et donc ça se trouve, ils sont là depuis 10 ans, mais vu l'extérieur, ils ont moins d'expertise que quelqu'un qui va poster tous les jours. Donc je pense que ça, c'est euh, quelque chose que tout le monde devrait faire. Du contenu, de la prospection, et aussi, comme tu dis, bah, accepter que ça met du temps. Donc ça, c'est un super Bah, playbook. et c'est la raison pour laquelle les stratégies d'acquisition de My Name is Bond font sens. C'est que, tu vois, aujourd'hui, quand bien même t'es pas hyper visible sur les réseaux sociaux, c'est pas pour autant que ça va t'empêcher finalement d'attirer du monde. Et en fait, nous, si tu veux, on met en place des routines d'engagement pour donner de la visibilité à nos clients. Parce qu'on est parti d'un constat très simple, c'est que notamment sur Instagram, tu as plusieurs manières d'être visible et donc d'aller chercher tes futurs clients. T'as de manière complètement organique, donc via ton contenu. Tu as via la publicité, mais du coup, tu dépends d'une régie publicitaire et qui plus est, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels tu vas être, t'es pas toujours. Enfin, tu peux pas toujours faire de la publicité, pardon. Tu vois, type tout ce qui est CBD, etc., c'est complexe. Ouais. Et en fait, tu as une autre manière de faire qui est via les interactions. Et en fait, nous, on focalise sur les interactions et on crée des routines d'engagement automatisées pour te donner de la Ok. visibilité auprès de communautés qui sont déjà existantes, qui s'adressent à la même cible que toi. Donc, pour aller chercher tes futurs clients en d'autres termes. Ok, donc si je comprends bien, vous avez targeté des grosses pages sur les mêmes sujets de vos clients, potentiellement, Ouais. c'est ça? Et vous allez interagir avec.
C'est ça. Vous allez chasser là où le poisson est déjà, globalement. Exactement, tu as tout compris. Et en fait, on parlait de l'évolution de My Name is Bond. C'est vrai que nous, le produit a quand même aussi pas mal, enfin le service a aussi pas mal évolué. Donc on a cette stratégie d'acquisition qu'on a mis en place et qu'on met en place depuis plus de 4 ans. Et en fait, depuis peu, on s'est quand même rendu compte qu'on avait pas mal de nos clients qui, au final, off-boardaient parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances. Et en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que les résultats ne sont pas à la hauteur pour une raison très simple, c'est que le contenu n'est pas optimisé pour aller chercher du ROI et donc de la conversion. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une nouvelle stratégie qui, pour le coup, s'adresse aux personnes qui ont besoin, si tu veux, de refaire leur profil Instagram de manière à avoir un aspect beaucoup plus héroïste. Donc en fait, on fait un refresh de ton Insta, on redéfinit toute ta stratégie digitale, mais qui va être adaptée uniquement à Instagram. Donc ça passe par le fait de revoir ta bio, l'optimiser, avoir des call to action qui donnent envie, revoir ton feed, tes stories à la une. Enfin, on te donne vraiment tous ces éléments pour que toi, derrière, tu sois en totale autonomie sur ta création de contenu, mais que surtout tu aies cet aspect maintenant, ok, bah, je sais comment communiquer par rapport aux valeurs que j'ai envie de dégager et aussi par rapport à mes objectifs. Et nous, derrière, on vient en surcouche sur la partie acquisition en mettant en place toujours ces routines d'engagement que je t'ai présentées juste avant. Ok, hyper intéressant parce que du coup, pendant pas mal de temps, vous bossez avec des clients où vous faisiez bien votre travail, entre guillemets, mais eux, ils n'avaient pas forcément les skills ou les compétences ou la connaissance pour vous donner ce que vous avez besoin comme matière première. Donc là, maintenant, vous avez cette surcouche, enfin cette pré-couche même, de préparation du profil et vous leur donnez les outils. C'est ça, exactement. Et pour être sûr d'avoir compris, tu bosses avec quel type de client? Justement, on bosse avec tout type de clients, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais tu vois, sur Instagram, on va avoir de la TPE, de la PME. Tu vois, on a beaucoup d'agences de communication, on a des artistes, des chanteurs, des rappeurs, des chanteuses. On a même des DJ, on a des applications, on a des SaaS. En fait, à partir du moment où tu as un besoin de te développer sur Instagram, que ce soit pour de l'acquisition, pour de la notoriété, pour de la visibilité, My Name is Bond va être intéressant. On fait pas de l'achat de faux abonnés, ça nous intéresse pas. Nous, notre objectif, c'est de faire développer, évoluer ta communauté sur Instagram, mais de manière qualifiée parce qu'on est persuadé que les réseaux sociaux sont aujourd'hui le nouveau site internet de la plupart des business. Enfin, maintenant, tu as des gens, ils ont des business, ils ont même pas de site internet, ils font tout sur Instagram. Donc, c'est dire à quel point la présence, enfin, ou en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux est hyper important pour un business. Ok, et pourquoi tu disais malheureusement ou heureusement, qu'est-ce qui t'a fait grincer des dents? C'est pas qu'est-ce qui m'a fait grincer des dents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faut être niché et le fait d'être ultra niché te permet d'être très facilement identifiable. Nous, on a pris le parti pris de se focaliser sur une verticale qui était du coup plutôt Instagram parce que effectivement, pendant 3 4 ans, on proposait de l'automatisation aussi sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même 90% de nos clients qui étaient sur Instagram et que Instagram était quand même un petit peu plus notre terrain de jeu. Donc on s'est focalisé plus sur cette vision-là. Oui, donc maintenant vous êtes niché finalement. Vous avez Oui, 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 mais juste, pas forcément au niveau de la clientèle, enfin du bien sûr, persona que tu pourrais avoir. je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, il y a une autre manière d'être niché, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on est les experts sur Instagram. Et déjà, en effet, si ton modèle il marche pour les DJ ou pour Laurent Merlin, parce que ce que tu fais c'est du Instagram et tu le fais très bien, je pense que ouais, le message il est aussi hyper clair. Et ça se voit que je pense que du coup c'est un peu nouveau ce rebranding parce que pas forcément sur le site, il y a encore marqué LinkedIn, etc. Ce que tu dis, c'est que maintenant vous êtes vraiment focus Instagram. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que là, à date au moment où on se parle, le site est pas encore mis à jour. On prévoit de refaire le site internet, donc effectivement, il y a pas mal de choses qui vont disparaître. Ok, on part en rebranding. Trop cool. Si on veut bosser avec vous, on parle de quel type de prix de vos prestats? Bah, du coup, ça dépend de la stratégie qui est mise en place, ça dépend de l'engagement que tu prends, mais globalement, on va être entre 290 et ça peut monter jusqu'à 590 € par mois. Ok, donc c'est de l'agence productisée à des prix C'est ça. ouais,
peut dire bas pour une agence, haut pour un SaaS, donc vous êtes entre les deux, c'est ok, hyper intéressant. Donc, du coup, Une j'imagine que vous avez productize plutôt. agency. Ben, c'est un peu le rêve de beaucoup de monde, dont moi, donc très inspirant. Trop cool. Les projets d'avenir pour toi, du coup, trouver quelqu'un pour le sales. Trouver ma pépite sales pour rejoindre notre belle aventure et notre équipe. Idéalement une nana d'ailleurs. Et non, je pense que là c'est vraiment le focus que j'ai. Je Si je peux envoyer un veux. petit, peut-être, toi, je sais pas si tu connais, mais moi j'envoie un petit shootout, je sais pas si ça se dit, mais Ouais, à Rocket School, je sais pas si tu ouais, connais. oui, je connais. Franchement, quand je cherchais aussi comme toi quelqu'un en bizdev, je suis tombé sur une pépite, ça a mis longtemps. Aujourd'hui, j'ai juste un dans l'équipe qui est incroyable. Et Ok, honnêtement, c'est bah vrai que écoute, c'est je pas vais me le facile de trouver noter. quelqu'un. Ouais, vraiment, je me permets de leur faire un petit coup de pub parce que franchement, ils ont beaucoup, beaucoup de monde. Il faut faire le tri. Mais quand Ouais. tu es patient, tu peux vraiment trouver quelqu'un. Enfin, ouais, que tu cherches une pépite. Et je sais que des fois, ils sont à Paris. Moi, j'ai quelqu'un de leur campus de Bordeaux. Donc, peut-être que là-bas. Et puis voilà, c'est la magie de l'alternance aujourd'hui. Tu vois, c'est des gens qui sont en reconversion, qui sont trop contents hyper reconnaissants d'être dans des métiers comme ça. Et puis, il y a les aides de l'État, etc. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui passent avec des stagiaires et des Mhm. alternants. Je trouve que l'alternance, c'est incroyable. Donc, faut en profiter, quoi. Ouais, ouais, non, mais complètement. Bah écoute, je note. J'irai les contacter. Ok, super. Écoute, Marion, merci pour avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Théo. Je te souhaite une bonne semaine et puis à très À bientôt. toi C'était un aussi. plaisir. Salut Merci. Marion.